Décembre 1980 RSS du Kazakhstan, Nikolai Joumagaliev a organisé une petite réunion avec des amis chez lui. Pendant le repas, il a remarqué l'une des jeunes femmes et lui a proposé de s'isoler avec lui, dans la pièce voisine. Après un rapport sexuel, alors que la jeune femme dormait, Joumagaliev l'a étranglée puis démembrée. Ses camarades l'ont surpris sur les lieux du crime et, redevenus sobres, se sont enfuis terrifiés au poste de police. « Bonjour, je m'appelle Angelina. Nous lançons un projet pour vous parler de crimes marquants et de personnes dangereuses. » Commençons par Nikolai Joumagaliev, l'homme que l'on appelait le principal cannibale de l'Union soviétique. Selon les données officielles, il a tué cruellement 10 femmes. N'oubliez pas que vos likes et commentaires contribuent à la promotion de cette vidéo. Merci. Janvier 1979 Kazakhstan, village de Fabrichny, à 45 km d'Almaty. Sur la route marche Nikolai Joumagaliev, 26 ans. Il a grandi dans une famille nombreuse, a exercé de nombreux métiers, puis a fini par travailler dans les pompiers. L'homme remarque une jeune femme, elle s'appelle Nadejda Andronik. C'est elle qui devient la première victime du cannibale. Il se jette sur elle et la frappe avec un couteau. J'ai découpé les seins du cadavre avec des bandes de graisse, j'ai découpé les mollets, séparé le bassin et les cuisses, puis j'ai mis toutes ces parties dans un sac à dos et je les ai ramenées chez moi. J'ai mangé la chair de cette femme pendant 1 mois. Au début, c'était difficile, puis je m'y suis habitué. Les adolescents du coin trouvent des parties du corps de la victime et signalent tout à la police. Par la suite, les enquêteurs soupçonneront une secte religieuse et le petit ami d'implication dans ce crime, mais toutes les accusations seront infondées. J'ai consacré près de 20 ans à étudier le phénomène de la maniaquerie chez les criminels en série, les tueurs en série. Nos propres recherches montrent qu'il est extrêmement rare d'observer un lien direct entre le passé d'une personne et le début de sa manie ou son comportement maniaque à l'âge adulte. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans sa biographie qui aurait eu une importance décisive sous la forme d'un lien direct entre son passé, par exemple son enfance, son adolescence, et son comportement maniaque. Beaucoup vivent de la même façon et grandissent dans un environnement similaire au sien. Pourtant, un seul parmi eux est devenu Joumagali. Pendant que les enquêteurs recherchèrent le criminel, Joumagaliev, comme il l'a raconté plus tard, s'est mis à chasser les femmes, et bien plus tard. Dans un village près d'Almaty, les habitants ont été réveillés par un cri terrifiant provenant de la maison des Aksenov. Les voisins n'osent pas y aller eux-mêmes et appellent la police. Lorsque les agents entrent dans la maison, ils découvrent les corps mutilés de 2 femmes, une mère âgée et sa fille. Un bruit étrange vient de l'armoire. Les enquêteurs regardent à l'intérieur et aperçoivent une fillette. Elle a réussi à se cacher et a littéralement survécu par miracle au massacre nocturne. Plus tard, elle racontera qu'elle a vu le meurtrier boire le sang de sa mère sur le champ. Les enquêteurs doutent de la véracité des propos de l'enfant, mais lors de l'examen de la scène du crime et de l'expertise médico-légale, il devient clair que c'est la vérité. La police émet l'hypothèse qu'une seule personne aurait pu commettre les 2 crimes dans la maison près de la route. Si l'on parle de phénomènes tels que Joumagaliev et l'Ukrainien Volodymyr Dolyi, des meurtres pathosexuels, cela signifie qu'à la base, il s'agit d'un comportement sexuel pathologique. C'est-à-dire qu'au départ, il s'agit d'un viol, en particulier d'un viol nécrophile, associé à un meurtre, et ensuite, disons, l'obtention d'un certain effet extatique. C'est-à-dire le plaisir tiré de la préparation, donc de la cuisine. Si par exemple on distingue le cannibalisme, on l'appelle conditionnellement technique, c'est-à-dire lorsqu'une personne est tuée simplement pour se rassasier et manger, c'est-à-dire sans aucune connotation sexuelle, sans le moindre vecteur asexué, et le cannibalisme qui est associé à un certain vecteur pathosexuel, à un développement pathosexuel. Heureusement pour nous, cela arrive extrêmement rarement. Joumagaliev recevra plusieurs surnoms, mais le plus célèbre sera Croque de fer. De janvier à août 1979, le cannibale commettra encore 4 meurtres. La nouvelle d'un criminel capable d'entrer chez quelqu'un et de tuer s'est vite répandue au Kazakhstan et dans toute l'Union soviétique. À l'automne 1979, les meurtres cessent soudainement. Le 21 août, Joumagaliev boit avec ses collègues de la caserne de pompiers. Le cannibale se vante devant ses camarades de son fusil. Il aimait beaucoup la chasse. Ensuite, il existe plusieurs versions de ce qui s'est passé, mais la principale est la suivante. L'arme tire accidentellement et l'un des collègues du cannibale meurt. Ainsi, Joumagaliev se retrouve derrière les barreaux pour un crime qui n'a aucun rapport avec la série de meurtres brutaux de femmes. Un maniaque ne peut physiquement pas faire de pause, c'est là l'une des principales caractéristiques de la maniaquerie.
La maniaquerie, c'est un degré de dépendance très 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 critique au comportement pathosexuel. C'est pourquoi le maniaque est incapable de faire une pause. Et quand il est forcé d'être en détention, c'est extrêmement difficile pour lui. Il souffre, il est malheureux, il est pauvre, il est misérable. Et il ne rêve et ne regrette qu'une seule chose, c'est d'être privé de la possibilité de satisfaire ses besoins maniaques. Au cours du procès, le criminel a subi une expertise psychiatrique. On lui a diagnostiqué une schizophrénie, mais très vite ce diagnostic a été retiré. Pour homicide involontaire, Joe Mogalif a été condamné à 4,5 ans, mais il a été libéré au bout d'1 an seulement. Et selon les informations officielles, il a commis 3 meurtres de jeunes filles. Le dernier, qui a eu lieu dans la nuit du 18 décembre 1980, a été fatal pour le tueur en série dans la nuit du 18 décembre 1980. Il est arrivé à Joe Mogalif, l'histoire dont nous avons parlé au tout début. Il a étranglé et démembré une jeune fille chez lui, et ses camarades ont vu cela. Il a eu un rapport sexuel avec elle et il a décidé de faire une expérience, voir si l'âme s'envole ou non. Il a commencé à la découper, séparer la tête et les bras, mais n'a pas eu le temps d'aller plus loin. 4 agents arrivent à la maison du tueur en série et trouvent Joe Mogaliev nu sur les lieux du crime, mais il parvient à s'enfuir, bien que ce ne soit que pour peu de temps, car le cannibale est rapidement arrêté. Le 3 décembre 1981, le procès de Nikolaï Joe Mogaliev a eu lieu. Il a été déclaré irresponsable et le diagnostic de schizophrénie a été confirmé, puis il a été envoyé en traitement forcé dans un hôpital fermé, où le meurtrier a ensuite passé 8 ans. Toute la procédure de sa capture, de ses arrestations et des accusations reste un mystère. Je le sais de seconde main, mais de sources fiables. Ma professeure de psychologie, docteur en sciences psychologiques, a travaillé directement avec lui. Pourquoi précisément cette femme? Pourquoi précisément cette femme? Qu'est-ce qui a exactement déclenché cela? Qu'est-ce qui ne t'a pas plu, par exemple, chez la femme numéro 1? Lyudmila Ivanovna Kazmirenko n'était pas seulement ma professeure, elle a aussi été mon mentor durant une grande partie de ma vie. Nous lui avons posé cette question à plusieurs reprises. D'ailleurs, cela nous intéressait aussi. Elle a dit « Excusez-moi les gars, mais à cette question, il ne répondait pas. » Je peux supposer, je suis quand même convaincu à 99% que ce sont des besoins basiques, la satisfaction de besoins basiques. C'est cette nécrophilie pathosexuelle, c'est-à-dire des besoins animaux. Cela l'excitait au niveau des sensations physiques, rien de plus, rien de moins. 8 ans plus tard, en 1989, les médecins décident que l'homme peut être transféré dans un hôpital psychiatrique ordinaire. Pour son transfert, seul un infirmier et une infirmière sont affectés à l'escorte. Ainsi, Joe Mogaliev s'échappe de la police. Joe Mogaliev s'est caché près de 2 ans dans les montagnes du Kirghizistan, cueillant des plantes médicinales qu'il échangeait contre de la nourriture auprès des habitants. Pour tromper les enquêteurs, le cannibale demande à un ami de Moscou d'envoyer au Kazakhstan une lettre se faisant passer pour un suicidé. « J'admire la beauté de la capitale et les femmes locales. » Les enquêteurs ont intercepté le message étrange et ont commencé à chercher le criminel à Moscou. En avril 1991, Joe Mogaliev est arrêté. L'homme est emmené à la police pour vol de moutons. Il se fait passer pour un Chinois, mais lors des interrogatoires, il n'explique pas sa présence en Union soviétique, ce qui intrigue les enquêteurs. L'identité du criminel est rapidement établie et il est renvoyé à l'hôpital psychiatrique. Il est gentil, bavard, sain d'esprit, avec un discours très cohérent, des pensées assez philosophiques et une orientation très humaine. C'est-à-dire une personne qui, oui, plaçait la justice au-dessus de tout, une justice universelle, et qui parlait de la valeur de la vie au niveau philosophique, disant que la vie en général est au-dessus de tout. L'idée du missionnariat revient souvent chez de nombreux tueurs en série. Nous l'avons conclu depuis longtemps. Il ne le fait pas toujours, bien sûr, mais très probablement, ils inventent cela comme une légende pour se justifier eux-mêmes. Tout d'abord, envers eux-mêmes, c'est-à-dire se donner une réponse à la question « Pourquoi est-ce que je fais cela et pourquoi en ai-je besoin ?» Autrement dit, ils disent tous « Je suis le Messie, je purifie le monde de l'impureté, je suis le gardien de la société. » Et ils portent ce titre élevé tout au long de leur pratique maniaque. C'est propre à presque tous les tueurs en série, à tous les maniaques. Aujourd'hui, Nikolaï Joe Mogaliev a 69 ans, il est isolé de la société et se trouve dans un hôpital psychiatrique dans le village d'Aktaz, dans la région d'Almaty, au Kazakhstan. En 2014, Joe Mogaliev a été accusé d'un 10e meurtre qu'il avait commis en 1990. Oui, à cette époque, alors que le criminel fuyait la police, il continuait à tuer. La culpabilité de Joe Mogaliev a été prouvée. Ces personnes doivent être isolées de la société, et ce pour toujours, de manière très stricte.
aucun traitement forcé. Le traitement forcé, eh bien, nous avons un exemple frappant de ce qui résulte d'un traitement forcé. Et s'il guérit demain, et s'il y a une erreur de diagnostic? S'il y a une erreur de diagnostic, il n'a pas besoin de guérir. Dans 6 mois, dans 1 an, il reviendra à lui-même et montrera une santé mentale absolument parfaite. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il faudrait d'une certaine manière lui pardonner si nous l'avons guéri, si la société l'a guéri? Non, absolument pas. Je pense que ces personnes doivent être strictement isolées. Il y a une petite nuance. Je pense que ce genre de criminel devrait avoir accès à la science fondamentale, à la médecine. Oui, peut-être que c'est cynique et certaines personnes me condamnent pour cela, mais je pense qu'il faut leur assurer de bons soins médicaux, une bonne alimentation. Mais ils doivent être utiles à la science. C'est un point important. Un point important, dans l'État, oui, supplémentaire. Pour nous, parler des crimes dans ce format, c'est nouveau. Nous serons ravis de recevoir tous vos retours. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires sur qui nous devrions faire un sujet la prochaine fois. À très bientôt.